ça continue, je vais prendre des mesures. Et salut les boiseuses et les boiseux, non, suffit. Ah tiens, j'ai perdu 97% de mon auditoire. Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'aspiration. J'aspire à avoir moins de poussière et pour ça j'ai acheté un aspirateur à copeaux. Felder AF22, c'est marqué là. Je vous rappelle que je suis en partenariat avec Felder. Et si vous voulez les coordonnées d'un bon commercial sérieux, tout ça, bah, vous me demandez, je vous donne ça en message privé. Voilà. Donc, sachant que je ne suis pas sponsorisé non plus. Hein. J'ai acheté ce machin-là, qui est plus un avion qu'un aspirateur, hein, tellement ça envoie du bois, forcément. Alors, bien entendu, un truc comme ça est beaucoup trop puissant pour une seule machine. Ce serait pas intéressant, ça tient trop de place, voilà. Par contre, pour faire une aspiration centralisée dans un atelier comme le mien, c'est l'idéal. Ce qui est moins idéal, c'est mon atelier. Donc, en même temps que je vous parle de l'aspiration centralisée et du projet que je vais lancer, sachant que j'ai commencé à modéliser tout ça pour savoir ce qu'il me fallait, notamment comme tuyau, puisque le gros poste de dépense, une fois qu'on a l'aspirateur sur une aspiration centralisée, ce sont les tuyaux. Surtout quand on a un engin comme celui-ci, j'ai toujours eu des problèmes avec mon gros engin, donc quand on a un engin comme celui-ci, il faut des gros tuyaux en fait. Et j'ai des gros tuyaux. Parce que là, ça sort quand même en 160, et une des règles quand on monte une aspiration centralisée, c'est que les diminutions de section doivent se faire le plus tard possible, c'est-à-dire le plus près possible des machines. Hein, pour éviter les pertes de charge. Alors, je ne vais pas vous faire de la théorie sur l'aspiration centralisée, on va regarder ce qu'on prend comme tuyaux, comment on les positionne, voilà, ça va être très pratico-pratique. Et donc en même temps, dans cette vidéo, moi j'en profite pour vous faire visiter l'atelier, parce que l'atelier 2.0, vous ne le connaissez pas forcément tous encore, même si j'en avais déjà parlé une fois ou deux. Par là, vous avez l'endroit où d'habitude je tourne, donc je vais tourner un petit peu la caméra. Par là-bas, donc à ma gauche, vous avez la CNC, avec l'évier et puis le petit coin affûtage, et une étagère qui est là temporairement, pour mettre dessus des produits de finition. Voilà, je pense que je vais la virer parce qu'elle m'emmerde. Ça, c'est un autre sujet. Donc ça, et là-bas, vous avez une deuxième pièce, on va voir après, là où la balance des blancs est pas bien. Quand vous verrez que l'image est un peu jaune, c'est que je suis dans la pièce où il y a la scie à format, donc qui est aussi une Felder, une KS500. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Donc, si on se positionne donc par là-bas, je vais tourner la caméra par là-bas, puis on va regarder un peu comment c'est fichu. La scie à ruban, l'Arabo-Dego, mon petit coin un peu établi, tout ça va être revu parce que je veux un vrai établi de menuisier. Il faudra que je vois en fonction de la largeur disponible, et il faudra aussi que je réfléchisse par rapport à l'aspiration centralisée. Est-ce que les machines sont bien positionnées ou pas? Là, il y a la perceuse à colonne, ici un tour à métaux, voilà, que j'ai restauré parce que c'est valeur sentimentale. La perceuse à colonne aussi d'ailleurs. Il faut que je la change parce qu'elle tourne pas très rond et du coup je peux pas en faire grand chose. C'est pour ça que j'utilise plus facilement ma perceuse sur son support de chez Wolfcraft, qui est un peu plus précise au final, ce qui est quand même triste. Ici, là, je range mes outils à main, donc les rabots, les scies, les ciseaux à bois, ce genre de choses. Là, l'aspirateur à copeaux initial, donc il est là, quoi. Donc des étagères, des rangements, le tour à bois, des rangements pour les vis, des rangements pour les outils. Voilà à peu près comment c'est organisé. Et de l'autre côté, je vous fais faire demi-tour. Donc ça, c'est le rack à chute. Alors, j'ai mis l'objectif en 24 mm. Donc vous avez l'impression que c'est très grand, mais en largeur, en fait, j'ai 3 mètres à peine. Donc la CNC, que vous connaissez, hein,
avec nos amis de Mechanica, coucou Mechanica. Le plafond qu'il faut que je termine parce qu'il n'est pas terminé. C'est important en fait, à mon avis, dans un atelier, on ne se rend pas compte. Mais avant, je l'avais pas, et franchement, maintenant que je l'ai, c'est vachement pratique. Le coin affûtage ici, encore une fois ici du rangement, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'amortaiseuse à bédane carré qui est là, je sais pas si elle est dans le champ ou pas. Donc l'amortaiseuse à bédane carré, je sais pas encore si elle va rester là, ça va réfléchir. Là, ma table de défonceuse, qui est sur roulette, donc pour l'instant, je l'ai casée là parce que je sais pas où la mettre. Et voilà pour ce côté de l'atelier. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent de savoir, bien sûr, vous mettez ça en commentaire. Sachant que, encore une fois, je vais énormément changer de choses pour avoir plus de place, plus de rangement, parce que je trouve en fait que c'est dommage, avec toute la place que j'ai, je la sous-exploite à mon avis. Et donc là, si je vous remets à peu près sur le champ, ils vont prendre mal au cœur. Voilà. Sur le champ habituel, c'est là que vous me voyez habituellement travailler. Habituellement, l'habitude. Et en général, je filme par là parce que c'est pratique. Voilà. Donc maintenant, on va juste passer une tête là-bas. Voilà, donc comme j'avais promis, la balance des blancs, elle est toute pourrie. Et là, on va quand même regarder un truc, parce que on va se rendre compte que c'est par ici qu'on a un petit problème pour arriver avec les tuyaux d'aspiration. Voilà, c'est fait exprès. Donc on a un souci, parce qu'il faut que j'arrive dans le mur en pierre, là, et que le mur en pierre, il fait... Fermer la porte pour le chauffage. Et le mur en pierre, il fait 70-80 d'épaisseur, et j'arrive dans un coin, enfin ça m'embête, il faudrait que je troue ici. Sachant qu'une fois que j'ai troué, je vais pas être au bout de mes peines, pardon, parce que ici, là, il faut que je passe au-dessus de la porte, et que la porte, il n'y a pas 160 mm, là, il y a beaucoup moins, surtout une fois que j'aurai mis une couche de placo supplémentaire. Donc là, je sais déjà que je vais avoir quelques problèmes. Donc voilà, à savoir. Et du coup, peut-être que je vais être obligé de repartir d'ici pour traverser en diagonale pour aller jusque là-bas, parce que ma sortie d'aspiration, elle est quand même là. Ou alors passer par là, puis retraverser. Enfin, ça va être embêtant. Ici, là, je pense que je vais bien me marrer pour traverser, pour ramener l'aspiration. Et il va encore y avoir un phénomène qu'il va falloir prendre en compte. C'est la question qui concerne les flux d'air, parce que je vais être dans l'autre pièce avec l'aspirateur et je vais aspirer de l'air dans cette pièce. Donc comme cette pièce ne va pas se mettre en dépression, parce que ça n'existe pas, l'autre pièce ne va pas non plus se mettre en surpression, donc il va falloir quand même que le retour d'air il se fasse, sinon à un moment on a un problème. Donc ça il faut aussi le prendre en compte quand vous avez une aspiration centralisée, et surtout sur ces gros aspirateurs là. Si vous souhaitez mettre l'aspirateur en dehors de l'atelier, dites-vous que l'air que vous enlevez de l'atelier, et c'est pas négligeable, parce qu'il faudra que je reprenne les caractéristiques de l'aspirateur, mais je crois qu'on est sur du 2 ou 3000 m3 heure, ça représente quand même un gros volume d'air, et du coup, vous faites rentrer forcément de l'air qui vient de quelque part. Et ce quelque part, ça peut être la maison, donc ça veut dire que vous refroidissez votre maison, ça peut être l'extérieur, donc ça veut dire que vous refroidissez votre atelier, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc il faut bien réfléchir au flux d'air, et mettre une pièce en dépression, c'est pas anodin en fait. Maintenant qu'on a dit ça, parce que c'était quand même important, je vais partir de là. Mon aspiration, elle est centralisée, et le centre, il est là. Allô, il y a quelqu'un? Donc je pars de là, je vais monter parce que je vais faire passer les tuyaux au plafond, puisque au sol, c'est assez compliqué. Je pourrais, mais il faudrait que j'enlève tout le plancher. Là-bas, je pourrais pas, parce qu'il faudrait creuser dans le béton. Donc, je n'ai pas envie, mais ça se fait pas trop non plus. Donc, je vais faire monter l'aspiration en haut. Et là, déjà, pour aller jusqu'à la CNC, on va commencer par la CNC, même si c'est pas le principal, je vais avoir un problème, je vous montre. Donc, je monte depuis là. Donc, il faut que je monte au-dessus du filtre à décolmatage. Filtre à décolmatage, ça. Donc, il faut que je monte là au-dessus. Ensuite, il faut que je redescende, parce que là, j'ai une poutre
qui est plus basse. Donc il faudrait que je passe sous la poutre, et puis ensuite que j'aille jusque là-bas. Donc une des options que je peux envisager, c'est de passer au-dessus de la poutre, là, donc à travers le béton cellulaire, sachant que le maximum que je pourrais passer là, c'est du 140. Alors je pense que c'est la bonne option. Je pars en 160, je réduis en 140, sachant que de toute façon, au niveau de la CNC, je ne veux pas l'alimenter en plus que 80 mm. Ça servirait à rien vu le sabot d'aspiration que j'ai. Voilà. Puis l'objectif, c'est que ce soit la poussière qui monte dans l'aspiration et pas la broche. Hein, la broche, si elle peut rester sur la CNC, c'est mieux. Donc il ne faut pas non plus avoir une aspiration de malade, ça sert à rien. J'ai juste de la poussière, c'est pas du gros copeau en général une CNC. Donc voilà, c'est pas la peine de s'énerver. 80 ou même 60, c'est largement assez. Ce qui présuppose quand même que éventuellement, je prévois des ouvertures pour délester un petit peu l'aspirateur, parce qu'avec le débit qu'il a, ça ferait peut-être une dépression trop importante. Sachant que plus vous allez diminuer la section, et plus vous allez augmenter la vitesse de l'air, et donc ça augmente la dépression. Le but, c'est pas de le faire forcer, c'est pas des aspirateurs qui sont faits pour avoir des grosses dépressions, c'est des aspirateurs qui sont faits pour avoir des gros volumes. Donc maintenant, on va voir comment on alimente. Je suis là. On va voir comment on alimente la scie à ruban et la raboteuse. Alors volontairement, je cadre en haut, hein, parce que c'est en haut que ça nous intéresse. Donc là, sur le côté, je fais monter mon aspiration. J'arrive ici, je redescends au-dessus de la raboteuse, et puis je peux brancher. Donc il faut que je prévoie soit mon tuyau, je le branche ici de ce côté quand je suis en mode dégauchisseuse, et ici quand je suis en mode raboteuse. Donc pour ça, il faut que j'ai une arrivée qui soit à peu près centrée sur la raboteuse et on va dire 1 m, 1,50 m de tuyau souple. Et il faut que je prévoie des réductions puisque la raboteuse, tout comme la scie à ruban, sont équipées d'entrées en 100 mm, donc c'est pas la peine de mettre des tuyaux qui arrivent plus gros, donc il faut des réductions. Donc tuyau de 100 mm, il faudra que j'achète un certain nombre de mètres de tuyaux de 100 mm. Voilà. Et là, de la même façon, je vais passer là au-dessus et je vais redescendre derrière la scie à ruban. Et pareil, tuyau de 100 mm, souple. Donc le tuyau annelé souple, on en utilise le minimum possible, encore une fois, pour éviter les pertes de charge. De la même façon, on verra quand on mettra les tuyaux, je vais quasiment acheter, voire même j'en achèterai sans doute, aucun tuyau à 90 degrés. Pour faire 90 degrés, quand on fait une aspiration centralisée, on préfère utiliser 2 fois 45. Les tuyaux à 90 degrés génèrent des fortes pertes de charge. Donc on fait 2 fois 45 avec un morceau droit au milieu, de la longueur qu'on peut, selon la configuration, et dans ce cas-là, eh ben on va perdre moins de charge. Même si chaque tuyau, chaque changement de section, etc., ce sont des pertes de charge. Donc j'arriverai sur ces deux-là, et ensuite il va falloir que j'arrive à peu près là, ici. Alors vous voyez pas, mais je vais peut-être vous faire un plan quand même. Voilà, donc je vais arriver dans le coin de la porte, et il faudrait idéalement que je traverse ici. Ça fait quand même un trou, alors à mon avis, je ne vais pas faire plus que 140 pour traverser. Ça fait quand même un trou de 140 mm à faire. Un peu plus, 145, il faut quand même que... Enfin, c'est de la pierre, donc on ne perce pas super droit, quoi. On fait comme on peut. Mine de rien, ça va faire un sacré trou à faire. Il faut que je vérifie que je ne prends pas de risque par rapport au bâtiment. Hein. Sachant que le mur il fait presque 80 cm d'épaisseur. Donc voilà, il faut que j'achète de quoi perforer. Alors je ne vais pas prendre une carotteuse, hein, je vais prendre un forêt d'assez gros diamètre et puis presque je sais pas, un 900 ou un 950 mm de long, et je vais faire plusieurs trous en forme de cercle, et ensuite je finirai au burin, et puis je remettrai un petit coup de maçonnerie autour pour faire propre, et peut-être de la mousse PU pour l'étanchéité pour le chauffage. Voilà donc en ce qui concerne l'aspiration, comment je vais travailler. Alors je sais que c'est une vidéo un petit peu bizarre parce que forcément il n'y a pas de copeaux, en tout cas pas encore, mais de vous à moi j'en ai un petit peu marre d'avoir beaucoup trop de poussière dans l'atelier. Ça c'est dû au fait que j'aspire pas toujours comme je devrais. Donc je pense qu'avec un filtre à décolmatage ça va aller beaucoup mieux. Il faut savoir que les filtres tissus de nos aspirateurs classique, hein, à filtre tissu, laisse passer beaucoup trop de particules fines. Donc je voudrais un petit peu diminuer ça sur la durée. Ça fait quelques années que je travaille comme ça, mais voilà. Après on fait au mieux en fonction des moyens qu'on a, et j'ai décidé donc d'investir. Et ensuite je pense que je commanderai aussi un filtre à particules, hein, vous savez, qui se met au plafond.
de manière à pouvoir là aussi travailler avec moins de poussière. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la modélisation 3D que j'ai fait sous SketchUp, hein, avec les emprises des machines. Bon, symbolisé. Alors, j'ai téléchargé les modèles quand sur 3D Warehouse j'avais quelque chose de correspondant un petit peu aux machines. Sinon, après j'ai fait, voilà, j'ai rapidement modélisé lui pour avoir les volumes, c'est ce qui m'intéressait. Pareil pour la CNC, j'ai trouvé une CNC comme ça, hop, je l'ai importée dans SketchUp et puis voilà, ça fait la blague comme on dit. Et ensuite, je vais prendre donc des éléments toujours que je télécharge sur 3D Warehouse et qui servent justement à faire des aspirations centralisées. Donc ça va me permettre après de faire mon comptage et de faire la liste que je vais commander. Et puis je vais demander un devis donc à nos amis de chez Felder et en particulier à Monsieur Gup qui est le commercial Felder pour l'Alsace. En tout cas celui avec lequel je travaille, il y en a peut-être plusieurs. Voilà, et comme ça se passe bien, il n'y a pas de raison que je travaille avec quelqu'un d'autre. Donc je vais faire un devis, puis on va voir. De vous à moi, j'ai estimé quand même que, en termes de tuyaux, il va y en avoir pour entre 1000 et 1500 euros en tuyaux métalliques. Donc il y a un point qui est intéressant, il y a ce fameux risque d'explosion dû au problème électrostatique avec les tuyaux PVC. Ok, moi j'avais prévu à la base de ne pas tenir compte de ça, parce qu'a priori, sur des installations de ce type-là et de cette taille-là, c'est un problème qui arrive très très rarement, ce risque de détonation, mais qui est à prendre très au sérieux dans les installations de plus grande taille, comme les scieries, les grands ateliers de menuiserie, etc. Je rentre pas dans la polémique là-dessus, il y a sans doute plein de choses à dire. Moi, ça m'intéresse pas trop. Par contre, j'ai regardé, pour trouver du PVC en 160, avec les coudes, les dérivations, les réductions, etc., ça coûte quasiment le même prix que du tuyau métallique, et on ne trouve pas tout ce qu'on veut, puisque les vannes, elles n'existent pas. Alors je pourrais les faire moi-même, je peux aussi les acheter, je pense que je vais faire le choix de les acheter, si le devis qu'on fait n'est pas trop délirant. À voir. Mais en tout cas, là, tout de suite, pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais changer d'avis ou pas, je partirai plutôt sur du tuyau métallique. Du coup, je modélise avec ça. Après, si vraiment je m'aperçois que c'est ingérable, on verra ce que ça peut donner avec du PVC. Et encore une fois, je polémique pas, je ne fais aucune critique vis-à-vis de ceux qui mettent du PVC, ni vis-à-vis de ceux qui mettent du métal. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Là-dessus, c'est tellement difficile de trouver une information juste sur ce sujet que, honnêtement, je ne pense pas avoir la vérité, et je ne suis pas certain que quelqu'un l'ait la vérité. Voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête là-dessus. Il y a des ayatollahs, pardon. J'en suis pas un. Est-ce qu'il vaut mieux du métallique? Est-ce que ça vaut pas le coup pour des petites installations, etc. J'en sais rien. Et je le saurai sans doute jamais. Voilà. Donc pour l'instant, je vais partir là-dessus. Donc maintenant, si vous avez l'extrême obligeance de vous barrer de mon atelier, ce sera gentil à vous, hein, parce que voilà, j'ai du travail. Je vais prendre des mesures. Je crois que ça passe là-bas, entre les deux, 140, hein? À savoir. Je sais pas. J'ai fait avec mon café, moi. Il est où? Voilà. Il n'y a plus de café? On va s'en sortir.